les acclamations, les feux d'artifice, les ceintures. C'est ce que la plupart des gens voient quand ils pensent à la WWE. I quit! Mais en coulisses, la réalité est que de nombreux catcheurs sont des entrepreneurs indépendants, sans régime de retraite ni garantie de repli lorsque leur corps les lâche. Aujourd'hui, nous allons parler de certains des cas les plus stupéfiants où des noms connus sont passés du statut de superstar mondial à celui de personnes se battant pour payer leur loyer. Limousine riding, jet flying, kiss stealing, les slogans de Ric Flair étaient plus que de simples promos. Il décrivait son mode de vie. Des années 70 aux années 90, il a lutté presque tous les soirs, remportant plusieurs fois le championnat du monde des poids lourds de la NWA et gagnant beaucoup d'argent. Plutôt que d'économiser, il dépensait. Il achetait des montres Rolex, des robes sur mesure et des caisses d'alcool coûteux. Il s'est également marié et divorcé 4 fois, payant à chaque fois une pension alimentaire élevée. Dans son autobiographie et dans des interviews ultérieures, Flair a admis qu'au début des années 2000, il vivait au jour le jour. Il a cofondé une société de crédit immobilier en ligne, Ric Flair Finance, en 2007, mais celle-ci a été fermée en Caroline du Nord pour avoir opéré sans licence appropriée et son partenaire l'a poursuivi en justice pour 115 000 $. Cet échec commercial s'est ajouté à ses problèmes fiscaux et à ses frais juridiques. Dans son livre, il écrit que Vince McMahon lui a prêté environ 800 000 $ pendant son divorce et qu'il a remboursé cette dette avec sa rémunération pour WrestleMania 24. Flair a également révélé qu'il devait environ 1 million de dollars au fisc américain, somme qui est ensuite passée à 2 millions de dollars avant de la rembourser petit à petit. Pour couvrir ses dettes, il a continué à lutter longtemps après que la plupart de ses pairs aient pris leur retraite. Il a rejoint la TNA en 2010 pour un salaire estimé à plus de 500 000 $, mais la majeure partie de cette somme a été directement versé à sa pension alimentaire et au fisc américain. Aujourd'hui, il anime un podcast, vend des produits dérivés et fait la promotion d'une boisson énergisante. Il plaisante encore sur le fait qu'il dépense plus en notes de bar que la plupart des gens ne gagnent en un an. L'histoire de Flair montre qu'un salaire plus élevé peut signifier un trou plus important si l'on ne fait pas preuve de discipline. Les habitudes de dépenses de Flair ont été prises très tôt. Après s'être entraîné avec Verne Gagne, il a fait ses débuts à l'AWA et a rapidement adopté le personnage de Nature Boy. Ayant survécu à un accident d'avion en 1975 qui lui a brisé le dos, il était convaincu qu'il devait profiter de chaque dollar tant qu'il le pouvait. S'il voulait une nouvelle voiture, il l'achetait et il affrétait souvent des avions au lieu d'économiser. Les contrats avec Jim Crockett Promotions s'accompagnaient de primes qu'il dépensait plutôt que de les mettre à la banque. 4 divorces et des prêts cosignés ont aggravé la situation. Lorsque sa société hypothécaire a fait faillite, il avait des dettes envers les investisseurs et l'État. Il a même continué à lutter à 61 ans pour rembourser Vince McMahon. Ce n'est que ces dernières années, avec l'aide de sa fille Charlotte, que les contrats publicitaires lui ont apporté une certaine stabilité. L'histoire de Flair est peut-être l'exemple ultime d'une vie consacrée à un personnage jusqu'à ce que celui-ci vous consume. L'ascension et la chute de Batista sont différentes, car il n'a pas été déstabilisé par une addiction ou des poursuites judiciaires. Il a grandi dans la pauvreté à Washington, D.C. et attribue à la salle de sport le mérite de l'avoir tenu à l'écart des ennuis. Batista est entré à la WWE à l'âge de 30 ans, rejoignant Triple H, Ric Flair et Randy Orton au sein du groupe Evolution. Sa présence imposante et ses mouvements puissants ont fait de lui une vedette. Et en 2005, il était en tête d'affiche de WrestleMania. Il a dépensé l'argent qu'il avait gagné grâce au catch pour acheter des voitures puissantes, des motos personnalisées et aider les membres de sa famille. Puis il a quitté la WWE en 2010. Il n'aimait pas l'orientation PG de la WWE et voulait devenir acteur. Selon des interviews données au Denver Pop Culture Con, il a déclaré à ses fans qu'il avait fait faillite et tout perdu après son départ. Il a déclaré qu'il refusait de revenir tant qu'il n'aurait pas prouvé qu'il pouvait réussir à Hollywood. Pendant 3 ans, il a suivi des cours de théâtre, passé des auditions et même participé à un combat de MMA pour un salaire modeste. Les agents lui ont dit qu'il était trop grand ou trop tatoué. Ses économies ont diminué au point qu'il pouvait à peine payer son loyer. Ce n'est que lorsqu'il a été choisi pour incarner Drax dans Les Gardiens de la Galaxie que sa situation financière s'est améliorée. Le succès du film Marvel lui a ouvert les portes d'autres rôles et il est finalement revenu à la WWE pour une dernière saison
saison en 2014. Il est aujourd'hui une star de cinéma bankable, mais il rappelle souvent aux jeunes catcheurs de ne pas considérer la célébrité comme acquise. Sa quasi-faillite montre bien que poursuivre un rêve sans filet de sécurité peut mettre même d'anciens champions du monde au bord du gouffre. La volonté de Batista de tout risquer trouve ses racines dans une enfance difficile. Il a grandi à Washington, D.C., traînant avec des gangs et volant des voitures avant que le culturisme ne lui apporte une structure. Il a travaillé comme videur et a été rejeté par le camp d'entraînement de la WCW avant d'atterrir finalement à l'école Wild Samoan, puis à l'OFW. L'argent est rapidement arrivé lorsqu'il a rejoint Evolution. Il a acheté une maison à sa mère et remboursé les dettes de sa famille. Lorsqu'il a quitté l'organisation en 2010, il l'a fait par principe, vendant sa précieuse Impala de 1964 et dormant sur les canapés de ses amis tout en suivant des cours de théâtre. Les gardiens de la galaxie sont arrivés juste à temps. Il dit désormais aux débutants que les compétences comptent plus que les gains faciles et que l'indépendance obstinée mène parfois à des poches vides. Si vous regardiez le catch professionnel au début des années 90, Lex Luger semblait avoir tout pour lui. Il dominait ses pairs, avait des muscles sur les muscles et a même bénéficié de la tournée patriotique Lex Express pour le présenter comme le successeur de Hulk Hogan. Avant cela, il a passé la fin des années 80 à faire un malheur dans les promotions de Jim Crockett, remportant le championnat des États-Unis de la NWA et faisant la une de Starrcade. Chaque victoire lui rapportait de gros chèques et il vivait en conséquence. Voitures rapides, maisons luxueuses et sorties nocturnes faisaient partie du lot. En 2003, le vernis a craqué. En mai de cette année-là, la police a répondu à un appel à son domicile en banlieue et a trouvé Miss Elizabeth, sa petite amie et valet de ring très appréciée, inanimée. Elle est décédée plus tard d'une overdose. Les enquêteurs ont arrêté Luger pour possession de drogue et l'ont finalement inculpé de plusieurs crimes. Il a dépensé la majeure partie de sa fortune en frais d'avocat et en dédommagement, vidant des comptes qui semblaient autrefois inépuisables. 4 ans après ces batailles juridiques, son corps l'a trahi. Le 19 octobre 2007, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral spinal lors d'un vol transcontinental. Les lésions nerveuses l'ont laissé temporairement paralysé à partir du cou. La rééducation a duré des mois dans des centres spécialisés et les factures médicales ont continué à s'accumuler. Wrestling Inc. rapporte que la combinaison des frais de défense juridique et des soins de santé a épuisé la quasi-totalité de ses économies. L'homme autrefois surnommé Total Package a vendu ses biens immobiliers et ses voitures juste pour payer ses séjours à l'hôpital. Aujourd'hui, il travaille avec le département bien-être de la WWE et milite pour la sensibilisation aux lésions de la moelle épinière. Dans des interviews, il dit qu'il se contente de vivre dans un appartement modeste et d'encadrer de jeunes catcheurs, mais son histoire montre que même la star la plus imposante physiquement peut se retrouver financièrement ruinée du jour au lendemain. La chute de Luger semble encore plus dure quand on repense à ses débuts. Avant de se lancer dans le catch, il a joué au football américain à l'université de Miami, puis a fait quelques passages dans la Ligue canadienne de football. Il s'est entraîné sous la houlette de Hiro Matsuda en Floride et est rapidement devenu un espoir très prometteur. En 1987, il a rejoint le légendaire groupe des Four Horsemen avec Ric Flair, Arn Anderson et Tully Blanchard, et s'est imprégné de leur style de vie festif. Lorsqu'il est passé de la NWA à la WWE en 1993, il a négocié un contrat garanti et l'a utilisé pour améliorer son style de vie. Il a acheté des biens immobiliers et fréquenté des célébrités. Parallèlement, il a développé une dépendance aux analgésiques qui lui a fait dépenser son argent aussi vite qu'il le gagnait. Après son accident vasculaire cérébral et le décès de Miss Elizabeth, il s'est tourné vers la religion et passe désormais son temps à mettre en garde les jeunes catcheurs contre l'alcoolisme et à leur conseiller de faire des économies. L'entendre mettre en garde les débutants contre les dépenses inconsidérées nous rappelle avec force que celui qui posait autrefois sur un yacht mesure désormais sa richesse en moments plutôt qu'en biens matériels. Le vrai nom de Virgil est Michael Jones, mais les fans de catch se souviennent de lui comme du valet qui en a finalement eu assez de Ted DiBiase. Lors du Royal Rumble de 1991, il a frappé le $1 Million Man avec sa propre ceinture de champion et la foule est devenue folle. Il a profité de cet élan pour se rendre au SummerSlam où il a battu DiBiase pour le championnat du $1 million. Il n'a jamais été considéré comme un catcheur de premier plan, mais il apparaissait chaque semaine à la télévision et a ensuite fait son apparition à la WCW sous le nom de Vincent, un clin d'œil satirique à Vince McMahon. Après la fermeture de la WCW, il a travaillé dans de petits spectacles indépendants, à
signé des autographes à l'occasion et a capitalisé sur la nostalgie. Des photos de lui assis seul à des tables de convention ont donné naissance au même Lonely Virgil, Virgil le solitaire. Derrière ces blagues se cachait un homme qui avait du mal à joindre les deux bouts. Lors d'une collecte de fonds en 2023, Virgil a déclaré à ses supporters qu'il recevait environ 862 $ par mois de la sécurité sociale et dépensait 200 $ en loyer. Il lui reste donc peu d'argent pour se nourrir, payer ses factures et ses frais médicaux liés à la démence, au cancer du côlon et à plusieurs accidents vasculaires cérébraux. Il a déclaré qu'il n'avait pas d'assurance maladie et qu'il avait besoin d'aide pour payer ses besoins essentiels. La campagne GoFundMe visait à récolter 20 000 $ et Virgil a révélé dans son appel qu'il avait des retards de paiement pour ses factures. Chris Jericho et d'autres catcheurs ont fait des dons, mais le fait qu'un homme qui était autrefois à la télévision nationale ait dû faire appel au financement participatif pour payer ses courses a suscité un débat sur la responsabilité de la société envers ses anciens employés. Virgil continue de se rendre à des événements organisés pour les fans où il vend des produits dérivés et répète des slogans tels que « Meat Sauce Madness », la folie de la sauce à la viande. Il n'hésite pas non plus à dire à tous ceux qui veulent bien l'écouter que le monde du catch l'a broyé et rejeté. Son état de santé nous rappelle cruellement que les catcheurs de milieu de tableau vivent souvent dans une situation financière précaire et qu'une maladie chronique peut les faire basculer. Jones n'est pas devenu Virgil du jour au lendemain. Il a grandi à Pittsburgh et a travaillé comme professeur d'éducation physique avant de s'essayer au catch. Formé par la légende de l'AW à Tony Atlas, il a fait ses débuts sous le nom de Soul Train Jones à Memphis au début des années 80 et a passé une décennie à voyager d'un territoire à l'autre. Lorsqu'il a été associé à DiBiase, il a voyagé en première classe pour la première fois et a dormi dans des hôtels 5 étoiles. Pendant son passage à la WCW sous le nom de Vincent, il a rejoint la NWO et a gagné plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné. Mais ses chèques ont cessé lorsque la société a fait faillite en 2001 et il n'avait aucun plan de secours. À son crédit, il s'est démené. Il a installé des tables lors de conventions, vendu des photos et s'est appuyé sur le même Lonely Virgil en se présentant comme un gag vivant. Ce n'était pas lucratif, mais cela lui a permis de rester à flot. Lorsque les fans lui demandent pourquoi il ne vit pas simplement de l'argent qu'il a gagné à la WWE, il leur rappelle que les mid-carders des années 90 ne gagnaient pas des millions. Les 862 $ qu'il touche chaque mois sont ce qui le sépare du sans-abrisme. Marty Jannetty est un nom qui inspire à la fois la nostalgie et la pitié chez les fans de longue date. En tant que moitié du duo The Rockers avec Shawn Michaels, il réalisait des doubles dropkicks spectaculaires qui enthousiasmaient le public et ouvraient la voie aux futures équipes de tag. Ils ont été engagés par la WWE, licenciés après une bagarre dans un bar, puis réengagés, avant de se séparer définitivement en janvier 1992 lorsque Michaels a donné un super kick à Jannetty à travers la vitrine du salon de coiffure de Brutus Beefcake. Ce revirement a fait de Michaels une star. Jannetty semblait prêt à se lancer dans une carrière en solo et remporta brièvement le championnat intercontinental en mai 1993. Mais sa carrière et ses finances s'effondrèrent après un moment désastreux le 10 décembre 1990. Lors d'un enregistrement de Wrestling Challenge, il exécuta son rocker dropper sur le catcheur Chuck Austin. Austin ne réagit pas correctement au mouvement et se fractura la colonne vertébrale, ce qui le laissa partiellement paralysé. Il a poursuivi la WWE et Jannetty pour négligence, réclamant 10 millions de $. Un jury a jugé la WWE responsable à 90%, Jannetty à 5% et Austin à 5%. Le jury a accordé 24 millions de $. Selon un résumé de Dark Side of the Ring, la WWE a accepté un règlement de 10 millions de $, et Jannetty a dû payer 5%, soit environ 500 000 $, sur ses royalties. Perdre un demi-million de dollars serait dévastateur pour la plupart des ménages, mais pour un catcheur dont la carrière était terminée, c'était catastrophique. Il a ensuite été confronté à des problèmes de toxicomanie et à des démêlés avec la justice. Sans ses royalties pour subvenir à ses besoins, Jannetty a continué à lutter dans de petits clubs indépendants et a rapidement développé un problème de toxicomanie. Son alcoolisme et sa toxicomanie lui ont valu plusieurs licenciements et démêlés avec la justice, et il empruntait souvent de l'argent à des promoteurs ou vendait des souvenirs juste pour se rendre dans la ville suivante. Wrestling Inc. rapporte qu'il en est même venu à voler des vendeurs lors de conventions pour payer ses frais de déplacement. Au milieu des années 2000, il prenait des selfies dédicacés à 5 $ lors de conventions pour acheter de l'essence. Aujourd'hui, il se déplace en fauteuil roulant
roulant en raison de problèmes aux chevilles et publie des messages incohérents sur les réseaux sociaux. Son histoire est un avertissement. Une mauvaise décision et quelques mauvais choix peuvent transformer une carrière prometteuse en des décennies de difficultés. La tragédie de la chute de Jannetty est amplifiée par ses débuts. Lui et Shawn Michaels ont réinventé le tag team wrestling dans la WA et sont ensuite revenus à la WWE malgré leurs écarts de conduite antérieurs. Jannetty a admis qu'il n'avait jamais économisé ses premiers gains et qu'il avait continué à mener la grande vie même après l'accord avec Chuck Austin. Il a brièvement refait surface à l'ECW puis a travaillé dans des spectacles indépendants pour une fraction de son ancien salaire. Aujourd'hui, cet homme qui était autrefois en passe de devenir la tête d'affiche de WrestleMania dépend de ses allocations d'invalidité et de la vente de souvenirs. Son histoire ne se résume pas à un simple procès, mais montre comment l'incapacité à s'adapter après un revers peut entraîner une vie d'instabilité. Joey Mercury, né Adam Burch, était une star en devenir lorsqu'il a rejoint la WWE en 2004. Associé à John Morrison et Melina pour former M&M, il est devenu l'un des acteurs les plus cool de l'ère Ruthless Aggression. Leur entrée hollywoodienne, avec paparazzi et manteau de fourrure, leur a valu un succès immédiat. M&M a remporté les titres WWE Tag Team lors de ses débuts à SmackDown et les a conservés à 3 reprises. Tout a changé lors du grand événement live Armageddon 2006. Au cours d'un match à 4 équipes, une échelle mal placée a frappé Mercury au visage, lui brisant le nez et les os orbitaux. La société a pris en charge ses frais médicaux, mais on lui a prescrit des analgésiques et il est rapidement devenu dépendant. 1 an plus tard, il a échoué au test de santé et a été licencié. Dans des interviews, il a déclaré que sans salaire régulier, sa dépendance s'était accélérée. Il n'a pas pu payer son loyer et a atteint le plafond de ses cartes de crédit. Selon The Sportster, Mercury a déclaré à ses amis qu'il aurait été sans abri si CM Punk n'était pas intervenu et n'avait pas acheté sa maison avant que la banque ne la saisisse. Punk aurait signé un chèque d'un montant important et laissé Mercury continuer à vivre là, lui donnant le temps d'entrer en cure de désintoxication. Mercury a finalement réussi à se sevrer, est revenu à la WWE dans un rôle en coulisses, puis est devenu un faire-valoir à l'antenne dans le cadre de G&J Security. Il travaille depuis pour Ring of Honor en tant qu'entraîneur. Mercury dit souvent aux jeunes catcheurs qu'une blessure peut leur coûter tout ce qu'ils ont et que le soutien de leurs amis peut faire la différence entre un rebond et une chute libre. Son compte bancaire a été sauvé par la gentillesse plutôt que par une bonne planification, ce qui nous rappelle que même les champions ont parfois besoin d'une bouée de sauvetage. Bien avant M&M, Mercury a fait ses armes dans certaines des promotions indépendantes les plus difficiles d'Amérique. Sous le nom de Joey Matthews, il a fait équipe avec Christian York dans l'ECW, encaissant des coups de chaise brutaux et des chocs contre des tables pour un peu plus que de l'argent pour l'essence. Il a appris à faire durer son argent en partageant des chambres de motel avec 5 autres catcheurs et en mangeant des menus à $1. Lorsqu'il a signé avec Ring of Honor au début des années 2000, il s'est constitué une communauté de fans grâce à sa précision technique et sa volonté de se donner à fond. Malgré cela, il devait encore compléter ses revenus en travaillant dans le bâtiment pendant la semaine. Le passage à la WWE semblait être un ticket gagnant. Il a déménagé à Louisville pour se perfectionner et s'est enfin senti financièrement en sécurité. Puis, l'accident de l'échelle s'est produit et tout s'est effondré. Les analgésiques qui l'aidaient à passer la journée sont devenus une addiction qui l'empêchait de dormir la nuit. Sa vie est devenue un cycle consistant à encaisser son salaire et à le remettre à la pharmacie et aux prêteurs hypothécaires. Lorsque les chèques ont cessé d'arriver, la maison était en danger. L'intervention de CM Punk ne lui a pas seulement sauvé son toit, elle lui a sauvé la vie. Depuis, Mercury est devenu un fervent défenseur de la politique de bien-être de l'entreprise. Il explique aux stagiaires que le voyage glamour pour les enregistrements télévisés n'est qu'une partie du travail et qu'il est tout aussi important de se renseigner sur les hypothèques, l'assurance maladie et les comptes de retraite. Dans un secteur où l'image est primordiale, sa franchise au sujet de son passage par le fond a permis à d'autres de demander de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Tom Billington, connu dans le monde entier sous le nom de The Dynamite Kid,
a changé la façon dont les gens percevaient les poids lourds juniors. Il a su allier la technique du catch au sol à des sauts depuis les cordes supérieures et a influencé des stars tels que Chris Benoit et Daniel Bryan. Aux côtés de Davey Boy Smith, sous le nom des British Bulldogs, il a remporté le championnat du monde par équipe de la WWE à WrestleMania 2 et a fait le tour du monde. À l'apogée de sa carrière, il gagnait des sommes à 6 chiffres, ce qui représentait une fortune à l'époque. Mais Billington avait aussi un côté méchant, un penchant pour les stéroïdes et une tendance à dépenser son argent aussi vite qu'il le gagnait. Dans des interviews ultérieures, des collègues comme Bret Hart ont raconté comment il buvait jusqu'à ne plus avoir d'argent. Son style rigide lui a coûté cher. À la fin des années 80, il a subi plusieurs opérations du dos et souffrait de lésions nerveuses. Il a continué à lutter parce qu'il n'avait pas de fonds de retraite. Mais en 1996, il pouvait à peine marcher. Après s'être effondré chez lui cette année-là, il a complètement perdu l'usage de ses jambes et a passé le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Sans syndicat ni assurance invalidité de longue durée, il dépendait des prestations d'invalidité et d'une petite pension versée par le gouvernement britannique. Ses problèmes de santé et ses frais d'hospitalisation ont englouti tout l'argent qui lui restait. Ses fans ont organisé des collectes de fonds pour aider à payer ses soins. Billington est décédé en 2018, après avoir passé ses dernières années largement éloigné de l'industrie qu'il avait contribué à révolutionner. Son histoire est une leçon brutale sur les risques physiques d'un style de combat à fort impact et les conséquences financières de l'ignorance de ces risques. L'héritage de Billington est complexe, car ses innovations étaient liées à son autodestruction. Né à Wigan, en Angleterre, il venait d'une famille ouvrière et a trouvé la discipline grâce au catch au gymnase Wigan Snake. Il a ensuite rencontré son cousin Davey Boy Smith à Stampede Wrestling et, ensemble, ils ont émerveillé le public du New Japan avec des mouvements qui ont inspiré les générations futures. Ses performances ont eu un prix. Il a malmené son corps, pris des stéroïdes et dépensé sans compter. Lorsque les Bulldogs ont quitté la WWE en 1988, il n'avait pas vraiment d'économie. Au moment où il a arrêté le catch, il avait besoin d'aide rien que pour sortir du lit. Aujourd'hui, les jeunes catcheurs étudient ses vidéos pour s'inspirer, mais secouent également la tête devant ses choix, qui leur rappellent que l'art révolutionnaire peut aller de pair avec le fait de négliger son avenir. Scott Hall est peut-être connu pour son style promotionnel arrogant et yo, mais ses finances racontent une histoire plus sombre. Il a fait son entrée à l'AWA avec Kurt Hennig, et en 1992, il est arrivé à la WWE sous le nom de Razor Ramon, remportant 4 fois le championnat intercontinental. En 1994, lui et Shawn Michaels ont disputé un match à l'échelle emblématique à WrestleMania 10, qui est encore imité aujourd'hui. Lorsqu'il a rejoint la WCW en mai 1996 aux côtés de Kevin Nash, les contrats garantis auraient valu des centaines de milliers de dollars par an, plus les revenus liés aux produits dérivés. Hall a acheté des maisons, des voitures et menait grand train, mais il luttait également contre ses démons. Il a raconté avoir tué un homme en légitime défense lors d'une bagarre dans un bar en 1983, un incident qui l'a hanté et a contribué à son alcoolisme. À la fin des années 90, sa consommation d'alcool et de médicaments était telle qu'il s'évanouissait parfois sur le ring. La WCW l'a envoyé en cure de désintoxication, mais il a continué à rechuter et a finalement été licencié. Il est revenu à la WWE en 2002 dans le cadre de la NWO, mais a été licencié après un autre incident lié à l'alcool. Sans contrat, ses revenus se sont taris. Ses amis sont alors intervenus. Diamond Dallas Page l'a invité chez lui en 2013 et a lancé une collecte de fonds en ligne pour couvrir le coût d'une prothèse de hanche, de soins dentaires et d'autres frais médicaux. La campagne a largement dépassé son objectif de 80 000 $, récoltant plus de 110 000 $. L'argent a servi à payer l'opération et la rééducation. Hall a remercié DDP et les fans de lui avoir sauvé la vie. Il a ensuite entraîné de jeunes catcheurs au WWE Performance Center et a signé des autographes, mais il a admis avoir dilapidé des millions. Scott Hall est décédé en mars 2022 des suites de complications liées à une opération de la hanche. Ses hauts et ses bas financiers montrent à quel point l'alcoolisme et le manque de planification peuvent anéantir même les plus gros gains. La jeunesse de Scott Hall explique en partie ses démons. Issu d'une famille de militaires, il a beaucoup déménagé et a eu du mal à s'installer. À l'âge de 20 ans, il a été impliqué dans une fusillade mortelle dans un bar, un événement qui, selon lui a laissé un sentiment de culpabilité durable. Il s'est entraîné au sport
Sportatorium, a formé une équipe avec Kurt Hennig dans la WA et est devenu plus tard Razor Ramon. Ce personnage lui a rapporté beaucoup d'argent et lui a permis de se livrer à des excès, notamment en consommant des analgésiques accompagnés de whisky. Au moment où il a rejoint la WCW, son addiction était hors de contrôle. Après son départ, il a travaillé de manière sporadique dans des spectacles indépendants, souvent en continuant à boire. Lorsque DDP l'a retrouvé en 2013, il avait besoin d'une opération chirurgicale et d'un pacemaker. La collecte de fonds lui a donné une bouée de sauvetage, mais il est mort sans avoir pu se constituer un pécule. Le parcours de Scott Hall souligne que les traumatismes et les erreurs financières vont souvent de pair. Le parcours de Perry Saturn, de héros hardcore à la misère, est l'une des histoires les plus déchirantes du catch. Au sein du duo The Eliminators avec John Kronus, il a dominé l'ECWFI au milieu des années 90, réalisant des mouvements brutaux et innovants en équipe. Lorsqu'il a rejoint la WCW en 1997, il est devenu un membre clé du Ravens Flock, puis de The Revolution. Il a signé avec la WWE en 2000, s'est déchiré le ligament croisé antérieur et est revenu avec un angle comique où il aimait une serpillière nommée Moppy. La société l'a licencié en 2002 et il a accepté des contrats indépendants pour payer ses factures. Un soir d'avril 2004, il a vu deux hommes agresser une femme devant une supérette d'Atlanta. Saturn est intervenu et a reçu une balle dans la nuque. La balle s'est logée près de sa colonne vertébrale. Sans assurance ni syndicat, il a payé lui-même son traitement. Les lésions nerveuses lui ont causé des douleurs invalidantes et il a commencé à consommer de la méthamphétamine pour les supporter. Dans des interviews, il a admis avoir été sans domicile fixe pendant près de 2 ans. Il dormait sous les ponts, vendait ses souvenirs de catch et évitait sa famille par honte. Une campagne GoFundMe lancée en 2017 a permis de récolter plus de 40 000 $ pour l'aider à payer son logement et ses frais médicaux. Saturn vit désormais tranquillement, souffrant d'un traumatisme crânien et des premiers signes de démence. Il apparaît parfois lors de conventions pour mettre en garde les autres contre la toxicomanie et remercier ses fans pour leur générosité. Son héroïsme a sauvé un inconnu, mais lui a coûté son corps et son compte en banque, illustrant à quel point une décision prise en une fraction de seconde peut changer le reste d'une vie. Saturn n'a pas eu un parcours facile vers le succès. Élevé à Cleveland, il s'est enfui de chez lui à 14 ans, s'est engagé dans l'armée américaine et s'est ensuite entraîné sous la houlette de Killer Kowalski. À l'ECWFI, Kronus et lui ont parcouru des centaines de kilomètres pour de maigres gains et ont dormi dans leur voiture pour économiser de l'argent. Saturn a acheté une maison et investi dans une école de formation, mais la fusillade de 2004 a anéanti ses revenus. Sa dépendance à la méthamphétamine l'a laissé sans abri et au bord de la mort. Lorsqu'il a refait surface, il pesait très peu et avait vendu ses souvenirs juste pour manger. La collecte de fonds de 2017 lui a apporté un petit coussin financier, mais il vit toujours avec des lésions cérébrales et sans revenus stables. Son histoire souligne qu'il n'existe aucun filet de sécurité lorsqu'une carrière prend fin soudainement. Avons-nous oublié des catcheurs de la WWE qui se sont retrouvés ruinés du jour au lendemain? Faites-nous part de vos commentaires dans la section prévue à cet effet et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.